Avant de commencer cet épisode, et c'était pas prévu dans le script, je voulais juste dire que tout ce qui va venir dans cette vidéo est non seulement un avis personnel, même si j'ai de bonnes raisons de penser ainsi, mais surtout ce n'est pas une diatribe contre le salon de l'auto. Parce que en relisant mon script aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était quand même plutôt à charge par rapport à un salon qui aujourd'hui est en perte de vitesse et par rapport à une situation qui fait que les salons de l'auto aujourd'hui vont sûrement disparaître s'ils ne changent rien. Et c'est plutôt une alerte que je leur lance, c'est plutôt un message que je leur donne qui est de faire évoluer leur manière de faire pour ne plus être un simple salon de l'auto, mais trouver d'autres moyens d'attirer les gens et d'offrir réellement un plus aux personnes qui vont dépenser de l'argent pour se déplacer et aller voir ces salons. Donc voilà, c'était juste la petite précision que je voulais faire avant de démarrer ce script. Allez, on repart sur ce qui a été écrit. Du 17 au 24 octobre prochain se tiendra, comme tous les 2 ans, le Mondial de l'Auto à Paris. Si le salon de la Porte de Versailles est le symbole de l'ancien monde, il sera cette année la porte d'entrée pour de nouveaux constructeurs asiatiques qui s'apprêtent à entrer sur notre marché. Et le danger est grand pour nos constructeurs nationaux. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques modèles présentés au public français à cette occasion et les comparer aux produits qu'ils pourraient concurrencer prochainement. Lorsque j'étais petit, le salon de l'auto de Paris était la grande attraction du moment pour les passionnés d'automobiles français. Nos constructeurs nationaux présentaient leurs nouveautés et tous les confrères européens venaient fièrement montrer leurs modèles. À l'époque, la chasse aux prototypes et aux indiscrétions était une affaire de professionnels, de journalistes spécialisés. On voyait parfois un mulet masqué dans des essais sur route ouverte dans les journaux spécialisés, voire même à la télé s'il s'agissait du dernier modèle attendu par tous les Français. Puis un jour est venu le smartphone. Tout un chacun a dans la poche un appareil photo en permanence, mais aussi des réseaux sociaux pour diffuser la photo ou la vidéo choc du moment et récolter une petite gloire éphémère. Puis, encore une fois, tout a évolué, avec une masse d'informations si dense qu'il a fallu des personnes pour les décortiquer et les trier. Influenceurs, youtubeurs et autres amateurs et professionnels de l'information ont ainsi créé un nouveau système d'information moins centralisé et plus diversifié qu'avant. Dans un tel contexte, un salon de l'auto n'a que peu d'impact sur le grand public. Vestige d'une époque révolue, il s'adresse essentiellement à ceux qui vivent encore dans un monde peu connecté. Un salon automobile ne présente plus rien de neuf, il ne fait que compléter la connaissance numérique que nous avons d'un produit en offrant une composante digitale. Digital au sens du toucher, bien entendu. Voilà un petit jeu de mots qui fera plaisir aux fans de la pure langue française, qui n'hésitent pourtant pas à dire pullover, chewing-gum ou week-end. En clair, le salon de Paris est là pour toucher les moins technophiles d'entre nous. L'affiche de cette année est très symptomatique de cette cible marketing. Nos 2 constructeurs nationaux, enfin pour peu qu'on puisse encore les appeler ainsi, sont bien entendu présents. Enfin presque, puisque Citroën ne sera pas là pour la première fois depuis très longtemps, alors que la marque du quai de Javel avait joué les divas en son temps avec les 2 chevaux, DS et autres tractions. Stellantis viendra avec Jeep, mais pas avec les marques de l'ancien groupe Fiat. Les Allemands ne viendront pas non plus, et ce sont des dizaines de marques qui manqueront à l'appel pour attirer les visiteurs, comme Mercedes, BMW, Volkswagen, Porsche, Rolls-Royce ou Bentley. On ne verra pas non plus les Ferrari ou Lamborghini. Les Japonais et Américains ne feront pas non plus le déplacement, délaissant un mondial 2022 déjà famélique. Les marques technologiques premium du monde électrique comme Tesla, Lucid, Rivian, Xpeng ou Polestar par exemple délaissent ce rendez-vous, laissant bien volontiers leur place aux constructeurs de véhicules à hydrogène qui espèrent bien exister un peu auprès d'un public peu informé de la nocivité économique et écologique d'un tel vecteur énergétique. Pourtant, d'autres constructeurs de véhicules électriques ont décidé de miser sur le Mondial 2022 pour se faire connaître par un public populaire et peu technophile, car ils constituent leur cible marketing avec des produits bon marché et bientôt disponibles dans l'Hexagone.
La première marque qui a misé sur le mondial est BYD. Présente avec la berline Han et le SUV Tang, c'est surtout le petit SUV Atto 3 qui devrait être la star du stand chinois. 4,46 m de long par 1,88 m et 1,62 m de haut, ce SUV moyen tape directement dans la cible la plus convoitée des véhicules familiaux en Europe. En concurrence avec les 3008 Kia Niro ou dans une moindre mesure Renault Mégane E-Tech, l'Atto 3 a de sérieux atouts pour plaire avec une autonomie annoncée de 420 km grâce à des batteries Blade. Sa motorisation de 204 chevaux qui délivre sa puissance aux roues avant laisse loin derrière les plateformes asthmatiques de Stellantis pour concurrencer directement les coréennes, allemandes et la Mégane dans le réseau du premium accessible. Petit gadget amusant, la tablette centrale peut pivoter et passer de l'horizontale à la verticale, comme sur la future Fisker Ocean. Amusant, mais sans intérêt pratique selon moi. Niveau tarif, l'Atto 3 pourrait bien se placer au niveau des valeurs établies, comme le Kia Niro EV ou la Mégane E-Tech. Sauf si le constructeur décide de faire de l'Europe un atout de son expansion, et donc décide de casser les prix. On le saura très bientôt. Deuxième marque chinoise à être présente pour offrir un premier contact avec le public français, Aura est l'incarnation d'un géant automobile chinois. Filiale de Great Wall Motor, Aura nous présente son premier cheval de Troie européen, la 4. Concurrente des ID3 mais aussi de sa compatriote MG4, l'Aura 4 joue dans le registre de la douceur et du cocooning. Avec 4,24 m de long et une forme à mi-chemin entre la berline et le SUV, l'auto dispose d'une motorisation de 163 chevaux et de deux options batterie, 49 ou 63 kWh, pour des autonomies comprises entre 300 et 400 km. Très épuré, son intérieur évoque la configuration d'une Mini ou d'une Fiat 500, avec l'élégance de cette dernière. Niveau tarif, l'Aura 4 s'annonce très agressive et compte bien se placer en parallèle des MG4 qui, à ce jour, est la proposition tarifaire la plus intéressante en Europe sur ce segment. Autre arrivant remarqué dans un segment nettement plus compliqué, Winfast. Avec la VF8, le nouveau constructeur vietnamien espère attirer le chaland en proposant un SUV familial performant à des prix contenus. Avec des puissances de 350 à 400 chevaux et une autonomie comprise entre 400 et 470 km, la VF8 a une technologie bimoteur et une présentation qui pourrait bien concurrencer les meilleurs constructeurs occidentaux. Il faut dire que Winfast a de l'expérience puisque ses modèles thermiques sont d'anciens modèles BMW rebadgés. Entrant en concurrence avec les Tesla Model Y, NIO ES8 ou BMW iX3, le Winfast est bien plus agressif niveau tarif, avec une entrée de gamme à 43 050 € et une extrême haute à 51 000 €. Attendez toutefois avant de passer commande, puisque, en plus du tarif de l'auto, il vous faudra vous acquitter d'une location de batterie. Et oui, nos amis vietnamiens ont repris les arguments marketing éculés que même Renault a fini par rejeter pour offrir un tarif intéressant sur leur nouvelle auto, mais au prix d'un racket mensuel à vie. Dès 2023, pourtant, l'achat de la batterie sera possible, et alors nous pourrons comparer son tarif à celui des constructeurs déjà établis. L'autre enjeu de notre mobilité européenne de demain, qui trouve également une place dans un mondial dépourvu des acteurs phares actuels, est la voiture urbaine. Si Stellantis a déjà tenté de percer dans le domaine avec la Citroën Ami, certaines startups ont décidé de faire ce qu'il faut pour créer de nouvelles voitures en fonction de l'usage réel que font les urbains et périurbains de leur auto. La startup italienne XEV sera présente avec la Yoyo, vraie voiture à vocation urbaine dont certaines pièces sont produites avec des imprimantes 3D. Loin du bocal en plastique pas très joli plafonné à 45 km/h qu'est l'Ami, la petite italienne a du peps et du style. Dotée d'une motorisation lui permettant d'atteindre 80 km/h, elle trouvera sa place sur les routes secondaires et pourra sortir des villes. Dotée d'une batterie d'un peu plus de 10 kWh, la Yoyo pourra parcourir jusqu'à 150 km avant de recharger sur une prise domestique ou faire échanger sa batterie dans une station de remplacement. La voiture est également équipée pour l'autopartage et rejoindra l'initiative italienne Enjoy proposée par le pétrolier italien Eni. Vendue à 13 900 € avant subvention, voilà qui pourrait intéresser pas mal de particuliers et de collectivités. À voir quand la voiture sera disponible. Autre start-up du même genre, et qui existe déjà depuis quelques années, qui a eu d'ailleurs pas mal de difficultés à arriver jusqu'à nous aujourd'hui, M-Hero nous présentera sa dernière version de la Microlino, réincarnation de l'Isetta des années 50. Encore une fois, cette microcar permet des performances intéressantes avec une vitesse de pointe de 90 km/h et une autonomie allant jusqu'à 250 km. Toutefois, les prix de la petite italienne sont plus élevés que celles de la XEV Yoyo.
allant de 14 000 à plus de 20 000 euros. Voilà qui rend le concept moins intéressant que sa compatriote, mais sa bouille sympathique pourrait bien en faire un objet de mode et donc justifier son prix. Finalement, entre les nouveautés chinoises et les quelques startups présentes au Salon de Paris, on constate que le marché automobile évolue comme celui des téléphones l'a fait au moment de l'introduction des smartphones. Pas ou peu de personnes ne vont les voir en magasin. Ils les achètent ou les précommandent sans jamais les avoir touchés. On pourrait se dire qu'une auto, ça demande à être essayée, tâtée ou vue en personne. Eh bien, pas forcément. Lorsque j'étais commercial, combien d'autos d'occasion ai-je vendu alors que le client ne l'avait même pas vu en vrai ou essayé? Pas plus même que le modèle qu'il avait choisi. Combien de clients ont acheté une auto sans même la voir en réalité? Eh bien, beaucoup. Je fais même partie de ces clients avec ma Model S, achetée sur internet à distance, alors qu'il s'agissait d'une auto de démonstration ayant déjà roulé et que je n'avais jamais vue avant d'en prendre le volant et d'en prendre livraison. Les salons de l'automobile sont devenus, tout comme certains concessionnaires, des réminiscences du passé qui commencent à disparaître. Les dernières générations n'ayant pas connu l'informatique ou l'internet dans leur vie active disparaissent, et les générations de geeks des années 80 les remplacent, dans les tranches les plus susceptibles d'acheter des autos neuves. Le monde des boomers, comme disent les jeunes, disparaît au profit de ceux des générations X et Y, avant de devenir un jour celui des milléniaux. Mais ça, c'est pour plus tard. Les habitudes de consommation changent, tout comme les exigences. Autant d'arrière-grand-papa payer quelques francs pour aller voir les merveilles du salon de l'auto avait du sens, et les plus fortunés pouvaient même s'offrir les produits proposés. Ça fait bizarre de parler en francs, hein? Et pourtant, c'était il y a à peine 20 ans qu'on a changé de monnaie. Et c'est pas si vieux que ça, finalement. Aujourd'hui, dépenser parfois plusieurs centaines d'euros en transport et payer 16 euros par tête du pipe pour permettre à quelques vendeurs gominés d'essayer de vous faire signer, parfois presque par la force, un bon de commande est juste anachronique. Avant, on pouvait vendre un produit médiocre grâce à la force de persuasion des vendeurs, du réseau et du marketing. De nos jours, les clients veulent un produit qui les fasse rêver, leur en donne pour leur argent et sans payer pour de la publicité ou un cirage de pompe à la concession du coin. De plus, les avis des clients sont publics sur les réseaux sociaux et certaines vérités commencent à sortir comme la triche de certains constructeurs ou autres. Si les constructeurs qui montent sont absents de cette grande messe de l'automobile qu'est le Salon de Paris, c'est peut-être que la ferveur des fidèles n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Certes, les constructeurs français ont une obligation morale d'être présents, mais le cœur n'y est plus vraiment. Stellantis, par exemple, a décidé de supprimer une bonne partie de son réseau de concessionnaires pour passer à la vente en ligne. Le petit garage du coin qui vous connaissait et vous offrait les meilleurs services ne les intéresse plus. De son côté, Renault décide de faire revenir l'industrie en France, mais aussi de continuer à avoir un réseau proche de ses clients. En conclusion, non, je n'irai pas au Mondial de Paris, pas plus qu'à d'autres salons automobiles à venir. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'intéressant à voir. Actuellement, si j'ai envie de voir une auto, il me suffit d'aller dans un showroom ou de prendre un rendez-vous pour un essai sur internet pour les marques qui ne vendent qu'en ligne. Et au final, cela change la donne puisqu'on peut tester, comparer et choisir sans se sentir obligé d'acheter au premier venu qui fera valoir qu'il a pris le temps de vous informer. Le modèle du vendeur automobile requin et sans vergogne est peu à peu remplacé par les génius ou spécialistes produits qui ont une réelle connaissance du produit qu'ils vous présentent. Leur salaire n'est pas conditionné par votre bon de commande, et c'est très bien ainsi. Tout comme les vendeurs, les concessionnaires et les réseaux de distribution, les salons automobiles devront changer s'ils veulent perdurer. Le monde change et personne ne peut l'empêcher. Rien n'est immobile ou immortel, mais le secret pour durer le plus longtemps possible est celui que toutes les espèces survivantes d'aujourd'hui connaissent bien, l'adaptation. Constructeurs, distributeurs ou prestataires de tout service automobile vont devoir s'adapter à la voiture électrique et à sa durabilité. Le modèle économique du jetable est battu en brèche, mais résiste. Demain, pourtant, de nouveaux acteurs démontreront qu'on peut faire durer les voitures électriques bien plus longtemps que les autres. Mais ça, nous en parlerons dans un prochain épisode. Si vous ne voulez pas le manquer, je vous invite à prendre la carte de fidélité du Choucroute Garage et à activer toutes les notifications. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao!